Fabrice, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on ne s'en était pas caché, Kirao Multicap c'était l'un des coups de cœur de la rédaction en 2015. On est content d'avoir eu le nez creux, on défendait l'idée que vous étiez l'un des meilleurs gérants actions de la place. Et puis vous avez eu le bon goût de nous donner raison. Kirao Multicap, c'est un fonds d'action française qui signe un bilan plus qu'éloquent sur les 3 dernières années, puisque sur 2015, 2016, 2017, Kirao Multicap, c'est le deuxième meilleur performeur de la catégorie Action France Grande Cap, avec un gain cumulé de 63,59% en annualisé, donc sur 3 ans, c'est du 17,81%, et une surperformance qui avoisine les 7,5% par rapport à la catégorie. Donc bravo. Ma première question, Fabrice, est toute simple. Cette capacité à surperformer la catégorie et votre indice de référence était déjà votre apanage avec votre précédent fonds, dans une ancienne boutique que vous avez fréquentée. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi la méthode Revol qui permet justement de dégager cette surperformance? Alors, la méthode en fait est très simple. Donc on a une approche d'être 100% investi quasiment en permanence. Alors j'y reviendrai tout à l'heure parce que conjoncturellement on ne l'est pas en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse aux sociétés et qu'on n'établit pas de scénario de marché. Donc s'intéresser aux sociétés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait toute notre organisation est bâtie de telle sorte à ce qu'on puisse être autonome dans la façon dont on appréhende et dont on veut comprendre les sociétés et notamment la formation de leurs résultats. Donc ça veut dire qu'on est organisé avec une équipe d'analystes qui est spécialisée par secteur. On réduit très volontairement notre spectre d'intervention. Donc on a à peu près 200 sociétés qu'on suit très bien. Les analystes suivent ces sociétés parce qu'ils les ont suivies depuis longtemps, parce que ça leur donne une grande valeur ajoutée. Et on développe nos propres modèles d'analyse, d'évaluation. Alors d'évaluation, parce qu'en fait, on fait nous-mêmes nos estimations de résultats futurs. Pour pouvoir être différent, discriminant par rapport au marché. Voilà, donc pour pouvoir être autonome et pour pouvoir avoir notre propre jugement quand les résultats sortent, quand une nouvelle tombe. On veut absolument avoir notre jugement parce que s'il est en écart par rapport à ce que pense la communauté, alors il y a une opportunité potentielle d'avoir accès à un investissement dont le risque va être surrémunéré en fait. Pour moi, la méthode Revol, c'est aussi une capacité à repérer les sociétés dans leur cycle de maturation des bénéfices futurs. C'est-à-dire il y a une période où on sent qu'on sème, pour ensuite récolter. Ouais, alors ça fait partie un petit peu de nos origines paysannes. Puisqu'en fait, au sein de cet univers, c'est vrai que ça c'est la partie figée, mais dans l'univers, évidemment, les actions sont en mouvement, les sociétés sont en mouvement, c'est normal. Donc ce qu'on va chercher, c'est vraiment des points de rupture. C'est des points où, en fait, le raisonnement ne sera plus linéaire. C'est le moment où on ne tire plus des traits de manière linéaire sur l'avenir. Donc ces moments-là, parmi ces moments, figure justement le passage d'une phase d'investissement, qui est souvent très mal valorisée en bourse, à une phase de récolte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est mal valorisé. Et deuxièmement, si vous intervenez sur des sociétés que vous connaissez bien, vous pouvez estimer de votre côté la manière dont elle va sortir, dont ça va être profitable, dont les effets de levier vont se manifester. Et là, techniquement, dans le calcul des estimations, il y a aussi une capacité à savoir apprécier les gains marginaux. Donc ça vous permet, cette recherche propriétaire, cette capacité finalement à vous faire votre propre opinion, d'intervenir plus en amont que le marché pour identifier finalement les gagnants potentiels de demain, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Alors, sachant qu'en bourse et sur des fonds dont la performance est quand même scrutée sur des horizons qui ne correspondent pas toujours aux horizons des entreprises, il faut quand même être attentif aussi au court terme. Donc, on ne peut pas se permettre de porter trop en amont. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir bien apprécier le moment où ça va passer de l'autre côté de la barrière et qu'on va récolter les fruits des semences. Mais on peut accepter notre analyse. Et justement, s'il y a un petit problème dans le déroulé, il faut savoir, par notre connaissance, le juger
et être capable de porter la position en connaissance de cause. Oui, de relativiser finalement l'incident qui peut survenir à tout moment, et en bourse, il s'en produit chaque jour, si j'ose dire. Oui, exactement. Fabrice, Kirao Multicap, c'est maintenant plus de 300 millions d'euros d'encours. Oui. Est-ce que cette montée des encours, qui est due aussi à la performance, mais pas que, il y a de la collecte est là, vous amène à changer un peu la pondération entre les différentes tailles de capitalisation, entre les small, les mid et les large? Alors, pas vraiment. Le fait est qu'en 2015, on avait plus de small cap qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait un beau retard des small cap par rapport au large cap, notamment lié au fait que le QE avait eu lieu en janvier et que en fait, ce stimulus monétaire n'avait pas provoqué du tout le même effet sur les plus petites sociétés. Depuis, on a beaucoup réduit la voilure, mais c'est un mouvement qu'on avait entamé alors que le fonds faisait le tiers de ce qu'il fait aujourd'hui en termes de taille. Non, aujourd'hui, on a entre 55 et 60% du fonds qui investit sur des sociétés de plus de 5 milliards. C'est quelque chose, en fait, ce qui est bien dans le concept multicap, c'est quand même qu'on a une marge de manœuvre pour aller déformer ces proportions, mais dans une amplitude de 10% à peu près. On va toujours rester avec 50% large, 25-25 entre mid et small, à 10 points près. Donc, des variations, mais marginales. Marginales et qui sont liées au contexte de valorisation essentiellement. Bon, il faut qu'on se projette un peu dans les mois qui vont venir. L'année 2018 a commencé sous le signe de la volatilité, les revenus. Je note que vous avez une part assez significative de cash aujourd'hui, 12% si je ne m'abuse. Au moment où on se parle, il y en a même un petit peu plus. Bon, c'est assez inhabituel pour un gérant tel que vous. Généralement, vous investissez beaucoup plus, 95-97%. Oui, autour de 95 naturellement. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes plus prudent aujourd'hui? Oui. Alors, en fait, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'on a une philosophie plutôt portée vers le tout investi, il nous arrive quand même de temps en temps, et je l'avais noté aussi en 2012, mais il y a eu d'autres moments, d'avoir une limite naturelle haute autour de 10% environ de cash. Donc, on n'a pas de choses gravées dans le marbre à ce niveau-là. Et ce que je remarque souvent, c'est que quand ce cash monte autour de ces niveaux-là, c'est toujours qu'on est bloqué en valorisation. C'est ça qui vous retient, ce sont les valos aujourd'hui? C'est les valos, ça veut dire que quand on prend un petit peu de bénéfices, on n'arrive pas forcément à recycler correctement ces bénéfices qu'on prend parce que on n'a pas soit une nouvelle histoire, soit on n'a pas envie de repondérer nos lignes et on n'a pas identifié une nouvelle histoire plus avantageuse. Alors, ce que vous nous dites, c'est que le marché est cher. Le marché, oui, sous l'effet des taux qui sont devenus très très bas et maintenant depuis 3 ans, les valorisations sont à un niveau qui est logique eu égard à ce contexte de taux, mais elles n'ont plus de potentiel d'amélioration par des variables exogènes autres que la croissance générale. Alors comment on fait pour faire la différence? Parce que c'est ça la question. Ce qu'on fait, c'est que par exemple, on n'a pas dérogé, c'est-à-dire que notre discipline d'investissement nous a conduit à avoir du cash, premier point. Ça sera payant ou pas, mais en tout cas, c'est notre discipline d'investissement. Deuxième point, on a gardé, donc je vous parlais tout à l'heure de la capacité à porter des sociétés. On a des titres dans le portefeuille qui acquièrent au fil de l'eau un côté contrariant et qu'on ne veut surtout pas abandonner. Je pense que ce sera un grand risque dans une époque telle que celle qu'on traverse, avec autant de cash en plus. Donc ces sociétés, c'est des sociétés comme Alstom, sur lesquelles... Le grand risque, ça serait de les jeter avec l'eau du bain, c'est exactement, ça c'est exactement ça. Alstom avec un mariage avec Siemens qui, évidemment, est un peu long, suscite des questions, etc. Mais nous, on a notre scénario avec notre valorisation. On sait qu'il y a un potentiel de revalorisation intrinsèque avec une marge de sécurité
qui nous situe à peu près à 40 € quand on se paye 33 aujourd'hui. Idem sur Philips, c'est un hasard, hein, on se paye 31 €, on pense que ça vaut beaucoup plus 40 € que 25 €. Publicis, on a gardé aussi une petite position. Sanofi, qui est très décriée, alors à juste titre, parce qu'elle a eu des insuccès l'an dernier, aujourd'hui a un côté value, je dirais, dans le bon sens du terme. Hein. Valeur décotée, oui. Oui, valeur décotée. Ce n'est pas la value au sens où on a pu l'entendre de temps en temps, valeur en retard, ce qui n'a rien à voir. Nous, c'est valeur décotée avec des gros rendements, des free cash flow importants, une capacité à croître faible, mais relativement sécurisée. Voilà, c'est tout ça. Oui, mais des free cash flow importants qui peuvent être utilisés aussi à de la croissance externe et parfois dispendieuse. Alors, ça, c'est le risque principal sur cette société. Donc, c'est de recycler son cash de manière destructrice. Donc, vous restez, si je comprends bien, sur des dossiers qui n'ont pas forcément trouvé grâce aux yeux des investisseurs, parce que vous êtes convaincu que finalement, intrinsèquement, ils sont porteurs d'une certaine résilience, voire une croissance des bénéfices. Exactement. Exactement. Est-ce que le fait qu'on entre tout de même dans un univers beaucoup plus perturbé, on a une guerre des prix sur l'acier qui vient d'être déclenchée par les États-Unis, les devises s'agitent aussi, donc les matières premières, on parle de la guerre des prix sur l'acier, mais les matières premières sont également plus volatiles. Oui. Tout ça, est-ce que ça ne va pas justement réduire votre lisibilité des croissances bénéficiaires à venir? Si, évidemment. Alors ça fait un petit moment qu'on est très sensible à l'environnement de change. Donc on le regarde de très très près chez nous, c'est monitoré de près. Mais j'ai envie de dire c'est presque une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on voit là sur les premières publications qui tombent que, les effets de change avaient été très très peu monitorés, je trouve, par les analystes. Donc je trouve qu'ils sont surpris de manière injustifiée par les résultats parfois un peu moins bons. Ils n'ont pas fait le job ? Moyennement, ou alors c'est peut-être nous qui l'avons beaucoup fait. Je pense à un de mes équipiers, il se reconnaîtra, qui a vraiment beaucoup travaillé sur les forex et qui nous a prévenu quasiment tous les jours, attention, regardez les changes, ça va faire mal. Ce qui est vrai puisque toutes les monnaies se sont appréciées quasiment par rapport à l'euro et dans des proportions parfois très importantes. Donc premier point. Et puis deuxième point, sur les perspectives, les analystes prennent pour argent comptant tous les effets de change qu'on leur communique. Et dans le lot, je pense, sur plusieurs sociétés qui ont déjà communiqué, on est d'accord entre nous pour dire que potentiellement sont inclus dans les effets de change négatifs qui sont communiqués une marge de prudence qui n'est pas forcément liée au change. Voilà. Mais encore une fois, pour qualifier ces deux choses, il faut faire le travail chez soi. Les sociétés se donnent un peu de jeu. J'ai l'impression. Donc, en tout cas, on y fait attention. Et donc on pourrait avoir des surprises. En l'occurrence, c'est votre pari. Ouais, je pense qu'il y a des choses un petit peu pessimistes qui sont communiquées, mais c'est ce qu'on avait vu pour d'autres raisons en 2016. Parlons un petit peu de valeurs. On en a évoqué quelques-unes. Vous avez parlé d'Alstom, de Philips, de Sanofi. Un dossier qui vous paraît évident aujourd'hui, c'est SAP. Ouais, alors évident, c'est un bien grand mot, parce que voilà, ça veut dire que ceux qui n'en ont pas n'ont peut-être pas fait leur travail correctement, donc je n'irai pas jusque-là. Mais bon, ça me semble à moi un peu évident. Pourquoi ? Parce que en fait, ce que je disais tout à l'heure, les valorisations désormais sur des sociétés qui affichent un certain niveau de croissance avec une certaine sécurité, c'est-à-dire plus de 5% de croissance bénéficiaire sur les sociétés bien établies. En moyenne, c'est ce que j'observe dans les échantillons, on est entre 14 et 16 fois les résultats d'exploitation de l'année. Il se trouve que... De valorisation. En valorisation, ouais. Donc de l'année 2018. Donc il se trouve que sur une société comme SAP, moi je ressors sur les cours actuels un maximum 14 fois l'année. Et là, comme ça a un petit peu corrigé, on est peut-être un tout petit peu en dessous. Bon,
Mais c'est très intéressant parce que d'une part, vous avez une société qui est plutôt dans la marge basse, dans la borne basse de valorisation que je viens de citer. Vous avez une société qui, sur la croissance, n'a rien à envier aux 5 à 10% dont je viens de parler. Pourquoi? Parce que sur la ligne du chiffre d'affaires, on est plutôt sur des croissances entre 6 et 8. Et on a aussi une inflexion qu'on a pu noter, retraité d'échange, sur le 4e trimestre avec une amélioration de la marge. Je pense que les analystes ont plutôt regardé les licences qui allaient un petit peu moins bien. Moi, je ne retiens pas ça, ce n'est pas la lecture que je fais de ces résultats. Et donc, quand je combine tout, sachant que pour construire nos estimations, on a un gros niveau de sécurité puisqu'on a un taux de récurrence de l'ordre de 65% sur SAP, quasi contractuel et statistique, on va dire. Donc mécaniquement, je suis en haut sur la croissance, je suis en bas sur la valo et je suis plutôt en haut sur la sécurité. Ça me donne envie d'acheter. Voilà. Donc j'en ai entre 3,5 et 4%. Et c'est clair, alors comme je dis souvent, on n'achète jamais les points bas, mais c'est un titre, si la bourse l'emmène dans des zones un petit peu plus basses sans que le fondamental ne se dégrade, que je vais avoir tendance à renforcer. Donc un titre que vous avez en portefeuille, dans lequel vous croyez. Le mot de la fin, Fabrice, parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Beaucoup de gens se posent la question, et je vais vous la poser moi aussi à mon tour. Bon, on a vu des marchés actions qui sont plus agités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conseilleriez d'investir dans des actions, notamment au travers de Kirao Multicaps? Alors, je dirais que quand on fait je vais me répéter, mais quand on fait un investissement en action, on a deux risques. Si on le fait à travers des fonds, on a le risque du gérant et le risque de timing. Donc le risque du gérant, je laisserai juge les spectateurs, mais bon, voilà, il faut regarder le track record du gérant et on amenuise son risque. Le timing, on peut toujours se tromper. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment investir sur un bon gérant et se garder des réserves pour améliorer son prix en améliorant son timing s'il n'a pas été suffisamment bon. Donc oui, il faut investir. La réponse est claire. Fabrice, merci. Merci Vincent.